C'était un expert en prévention du crime, connaissant mieux que quiconque les signes avant-coureurs de la violence. Un détective qui avait juré de faire respecter la loi, mais qui l'a brisé derrière les portes closes de sa propre maison. Ces 12 enfants n'avaient aucune idée du cauchemar qui allait s'abattre sur leur vie ce matin-là, et le monstre de ce cauchemar était leur père. Je vais revenir sur le cas de l'ancien détective John Bird et sur les raisons qu'il a invoquées pour avoir tué sa femme. Notre relation était sous tension. John Bird avait l'habitude d'enquêter sur les crimes de violence domestique et de faire arrêter les coupables. Il travaillait à mettre les criminels derrière les barreaux, mais il se retrouve aujourd'hui à la place de ceux qu'il y a envoyés, en prison. Il y est pour avoir assassiné sa femme, Elizabeth, la mère de ses 3 beaux enfants. Le drame du 31 juillet. Tout a basculé le 31 juillet de l'année dernière, à Mesa, en Arizona. La police a été appelée au domicile familial suite à un signalement de personnes disparues. L'appel provenait d'une amie d'Elizabeth Bird, 43 ans, qui s'est inquiétée après qu'Elizabeth ne se soit pas présentée à un cours de sport où elles allaient toujours ensemble. En arrivant au domicile pour un contrôle de routine, les agents ont découvert un corps sans vie sur le sol de la chambre. Une enquête a été ouverte pour retrouver un suspect en fuite. Les détectives ont rapidement localisé le mari de John Bird III, 47 ans, au volant de la voiture d'Elizabeth. Le plus effrayant dans cette histoire, c'est que John Bird travaillait comme enquêteur au bureau du procureur du comté de Maricopa. L'interrogatoire, un silence rompu. Les détectives ont emmené Bird pour l'interroger. Pendant les 22 premières minutes, John Bird est resté seul avec ses pensées dans la pièce, avant l'arrivée des enquêteurs. Détective, quel est votre nom de famille? Bird, vous avez déjà ces informations. Détective, oui, j'aime juste savoir à qui je parle. Et je demande toujours aux gens qui est qui. Vous êtes un peu dans le même domaine que nous. Je veux dire, oui, donc ce sont juste des informations. Comme quand on parle à quelqu'un. Quand on dit, quel est ton nom? On obtient vos informations et on vous parle. Bird, alors, quel est votre nom de famille? Suis-je censé parler sans avocat présent pour vous? Détective, je demande juste votre nom. Est-ce une chose normale que nous puissions obtenir? Je n'ai même pas abordé ces choses-là. Bird, oui, je veux dire, si vous connaissez mon nom. Si mon nom est Barrett, nom de famille Barrett, prénom John, donc j'essaie de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé. Oui, j'aimerais vraiment exercer mon droit de garder le silence, même si je pense que c'est probablement une décision intelligente pour moi. Détective, je suis avocat? D'accord. Eh bien, comme je l'ai dit, nous ne battons pas les gens et ne sommes pas fous. Nous posons juste des questions et voyons si nous pouvons aller au fond de quelque chose. Bird, oui, c'est bien. Très bien. Restez ici et nous vous recontacterons. J'ai quelque chose à parcourir. Apprécié. Comme vous pouvez le voir, John n'était pas très désireux de discuter de ce qui s'était passé. Mais lorsque l'enquêteur est revenu pour lui poser des questions personnelles sur lui-même, il est devenu un livre ouvert. Détective, parlez-moi de vous. Parlez-moi de ce qui se passe dans votre vie. Parlez-moi de vos difficultés. Bird, MHM, mes difficultés? J'ai certainement beaucoup de difficultés en matière de santé mentale. Je peux vous dire que... Voulez-vous parler de ce qui en découle? Vous sentez-vous à l'aise de parler de ce qui en découle? Problème de santé mentale, ou y a-t-il un certain incident qui s'est produit? Ou est-ce quelque chose d'il y a longtemps ou maintenant? Bird, je dirais que je veux dire, actuellement, ma santé mentale n'est pas très bonne. J'ai cherché de l'aide et de l'assistance pour cela. Ça n'a pas été bon. C'est juste du stress et de l'anxiété. Ouais. Détective. C'est ce qui est arrivé. C'est quoi tout ça à propos du stress et de l'anxiété? De quoi est le stress et l'anxiété? Quelles sont les choses importantes qui se passent? Bird, j'ai aidé? Eh bien, je suis lourd et j'ai eu des problèmes de santé. Et vous savez que cela a certainement apporté du stress dans ma vie. Que vous savez que j'ai été pris dans le stress d'avoir des complications de santé. La vérité éclate lentement. John Bird a ensuite expliqué comment ces problèmes de santé avaient affecté tous les aspects de sa vie, y compris sa relation avec sa femme de 18 ans. Bird, notre relation était définitivement stressée. C'est sûr. Détective, quel genre de choses te disait-elle? Essayait-elle de t'aider à traverser quelque chose? Était-elle irritée? Bird, elle essayait certainement de t'aider. Je sais qu'elle essayait de m'aider à traverser un état d'esprit très difficile à gérer. Ça a été très difficile.
Tu ne te sens pas toi-même, tu ne te sens pas normal, tu ne te sens pas en bonne santé. Tu es constamment dans une spirale de stress? Ouais, ces choses sont très très difficiles. Maintenant que le détective l'a fait parler, il en vient à l'incident. Détective, avez-vous une altercation physique hier? Bird, non, nous n'avons jamais eu ça. Ça n'est jamais arrivé. Détective, d'accord, je peux vous dire qu'en vous regardant dans les yeux, ça n'a jamais fait partie de notre relation. Bird, oui, pas du tout. Détective, d'accord, donc c'était hier, y a-t-il quelque chose? Bird, ouais, donc oui. Donc hier, nous avons eu, comme je l'ai dit, nous avons eu différentes disputes. L'une était en bas, comme je l'ai dit, l'une était dans notre chambre, l'autre était en bas, dans la cuisine, le salon. Et oui, je dirais assez intense, rien de physique bien sûr, mais assez intense. Donc le soir venu, est-ce que vous avez dîné pour les enfants et est-ce que tout va bien? Bird, oh oui, nous avions dîné, ouais, c'était chez les enfants, d'accord, MHM. Le détective commence à insister davantage, et la vérité commence lentement à éclater. Détective. Et comment Elisabeth est-elle morte? Bird. Elle est morte lors d'un meurtre. Détective. Vous me demandez comment elle est décédée. Oui. À votre avis. Non. Je veux dire, ce n'est pas mon avis. Vous avez pris de la distance. Certains d'entre vous ne connaissent pas bien. Et je suis. Donc je vais changer. Comment avez-vous tué Alisa par accident? Je comprends que les choses sont devenues incontrôlables et que vous êtes à un point où un interrupteur fait juste mal. Et que s'est-il passé lorsque cet interrupteur a tourné? Bird. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. L'interrupteur a tourné. Et quand cet interrupteur a tourné, il est passé d'une conversation à moi. C'est vraiment difficile de dire. C'est difficile de s'exprimer. Vous savez. Ted, de dire ce que je sais. Ce que je sais s'est passé. Ce que vous savez s'est passé. Cette escalade, a certainement conduit à, j'ai une sorte de, je ne veux pas dire un blackout. Je ne vais pas dire, je ne pense pas que c'était un blackout. C'était juste un moment de, je dirais juste libérer des frustrations. Libérer mon, incapacité à faire les choses qui devaient être faites, comme je l'ai dit précédemment. Et vous savez que cela m'a conduit à, cela m'a conduit à utiliser mes mains, ma tête, et j'utilise mes mains pour mettre de la pression, juste sur son cou. Et je viens de passer par ce processus en faisant ça. Détective, où étiez-vous? Où étiez-vous tous les deux à ce moment-là, quand vous avez vos mains autour de son cou et, j'imagine sur le sol du lit, probablement. Bird, je pense que c'était entre le lit, a commencé sur la tête du lit, et je pense que c'est là que ça a commencé. C'était sur le lit pour la plupart. Détective. Quand vos mains étaient autour de son cou, étaient-elles face à vous? Étaient-elles tournées dans l'autre sens? Bird. Elle était face à moi. Bird a expliqué au détective qu'on lui avait diagnostiqué un trouble cognitif léger, MCI. Il avait du mal à expliquer ce qu'il avait ressenti après avoir tué Elisabeth, que tout le monde appelait Lise. Détective. Quel a été votre processus de pensée après cela? Vous avez peur? Inquiet? Soulagé? Bird. Non. J'étais très... Comment expliquer ce que j'ai ressenti? Je dirais que je me sentais... plus fort que je ne le pensais. Très similaire à un simple échec. Pas de soulagement. Pas de soulagement. Ce n'est pas l'histoire que je cherche. Bird. Je dirais que je me sentais très... J'essaie juste de trouver le mot qui décrit le mieux ce que j'ai ressenti. Plus que tout ce que j'ai ressenti, j'avais l'impression que... Je dirais que j'avais l'impression que... j'avais juste l'impression d'avoir un sentiment de... je dirais que je me sentais définitivement comme... je dirais que c'était comme une sorte de... presque comme un... Alors, comment devrais-je... D'accord? Voici comment je peux expliquer cela. Donc la dernière... je vous ai parlé de la façon dont la dernière fois, j'ai partagé avec vous comment les 5 ou 6 dernières semaines, il y a eu beaucoup de non-communication avec tout le monde. D'accord? C'est juste un état dépressif. Mais aussi, je pense que la dissociation aussi. Savoir quand vous êtes dans un état dépressif, vous ne l'êtes pas vraiment. Et vous ne dormez pas, et vous. Vous savez, vous avez un MCI comme je le fais. C'est vraiment ce qui a changé mes schémas de pensée en général. Avoir une désignation de déficience cognitive légère à l'hôpital.
Et je dis depuis plusieurs semaines que je suis comme, vous savez, que je ne suis pas, je ne suis plus moi-même. Ce que je veux dire par là, détective, c'est que je ne suis pas, comme votre, comme si vous avez une voiture, vous avez 8 pistons, seulement un ou deux qui tirent. Et ce n'est pas seulement là, ce n'est pas seulement la cognition, c'est aussi, juste ta personnalité, tes émotions. C'est presque comme si c'est comme si quelqu'un les avait enlevées, et c'est comme ça depuis quelques semaines maintenant. Je peux avoir une conversation avec toi, mais ce n'est pas, c'est d'à peu près aussi loin que je peux aller dans ma conversation. Mais en termes de ressenti, en termes d'avoir, vous savez, le sentiment de connexion, ce genre de choses, ça a été, je dirais qu'une partie de ma personnalité était fondamentalement juste, ça n'existait pas. Comme avoir la personnalité et la fonction cognitive pour être capable de ressentir, juste pour être normal, vous savez, pour être attentionné, pour être aimant, pour être compatissant, pour être un champion de, vous savez, les droits des femmes et les choses que j'ai toujours essayé de défendre, vous savez. Et vous savez, vous savez, c'est mon parcours. Avant de travailler, vous savez, c'était mon parcours. C'est, on me demandait toujours de parler avec des victimes survivantes et de comprendre ce qu'elles avaient vécu, parce que les choses que j'ai traversées étant enfant, toutes ces choses, et comment je suis, et comment je traite ma mère, et comment j'ai trompé ma femme, toutes ces choses, c'est un peu comme cette personne dont le cœur, l'esprit, les émotions ont disparu au cours des 300 dernières semaines. Ça a juste disparu. Je ne sais pas si j'explique bien ou si je l'exprime clairement, probablement pas. Gardez à l'esprit que Bird est généralement de l'autre côté de cette situation. On peut donc se demander s'il choisit soigneusement ses mots pour se protéger, ou s'il est vraiment plein de remords d'avoir tué sa femme à main nue. Bird. Mais cela a fonctionné, permettant à mon esprit, à mon âme et à mon corps d'aller quelque part. C'était en quelque sorte une dichotomie de qui je suis réellement. Je suis déçu de ce que j'ai fait, déçu de mes actions, déçu de ce que cela fait à tant de personnes différentes. L'effet domino, je veux dire, vous savez, c'est indescriptible. C'est ça ne semble même pas avoir de sens. Je ne sais pas si cela a du sens. Et je détecte juste si je suis très déçu. Je suis très déçu. Je suis déçu de ce que j'ai fait. Vous savez, de la décision que j'ai prise. Et c'est quelque chose que je ne peux pas. Vous savez, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière. Vous savez, pensez à mes enfants, à nos enfants, et vous savez comment je les ai traités. Vous savez, et comment vous savez, n'ai pas été franc et honnête avec vous. Je veux dire, étant donné les circonstances que j'ai causées, c'est juste dévastateur. C'est le mot, ce n'est pas facile, mais vous êtes honnête. C'est dévastateur, vous savez, c'est dévastateur. Condamnation et déclaration des victimes. Bird a été arrêté après l'interrogatoire, 2 jours plus tard, accusé de meurtre au 2e degré. Même s'il a avoué lors de l'interrogatoire, il a plaidé non coupable, comme le veut la procédure. Au moment du meurtre, Bird était déjà en congé médical du bureau du procureur du comté de Maricopa, MCAO. Mais quand il a été officiellement accusé du meurtre de Liz, le bureau l'a licencié. 9 mois après la mort d'Elizabeth, pour des raisons inconnues, Bird a décidé de changer son plaidoyer pour coupable. John Bird a appris son sort ce mois-ci. Avant que le tribunal n'entende les déclarations d'impact sur la victime, Michael McDonald, un thérapeute clinicien des services familiaux et pour enfants juifs, a informé le juge de l'état du fils de Bird. Michael McDonald, l'aîné de M. Bird, est mon client. J'ai vu l'enfant depuis octobre dernier pour 13 séances de thérapie par la parole. Il est aux prises avec un deuil complexe et traumatisant, la perte de sa mère, la perte de son père, la perte de sa communauté, qui comprend ses pères, ses amis, son école, son église. Elle a été relocalisée dans une autre communauté. Dans le cadre de ce processus de deuil, il a du mal à exprimer ses émotions et commence vraiment à s'ouvrir à ce sujet. Je dirais qu'une partie de ce processus consiste à reconnaître ce qu'il m'a dit directement. C'est la perte de choix et la perte de contrôle dans sa vie en ce moment. Il a donc du mal. Il est également une personne très brillante, intelligente et engagée dans le monde avec tant de dons et de compétences. Il a un grand soutien social. Je répondrai à toutes les questions s'il y en a. Sinon, c'est un grand privilège d'accompagner ce jeune homme. La première déclaration d'impact sur la victime est venue de Kimberly Moody, l'une des meilleures amies d'Elizabeth Bird. Kimberly Moody. Avec ma gratitude de côté, j'aimerais apporter un peu de lumière à votre salle d'audience aujourd'hui.
Ce serait une joie de vous parler d'Elizabeth Mary Bird. Elle s'appelait Lizzie, fille, mère, amie, sœur, mais je l'appelais Lise. Elle était une lumière. Sa lumière était si brillante qu'elle vous aveuglait presque quand vous étiez près d'elle. Mon nom est Kim, Lise m'appelait Kimmy. J'étais la meilleure amie de Lise. J'ai vraiment eu du mal à trouver un moyen de capturer qui était Lise et ce qu'elle signifiait pour moi. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions 11 ans et en 6e année. Nous avons grandi ensemble au collège, au lycée et à l'université. Nous étions inséparables. Nous avons fait du sport ensemble, nous avons fait de l'exercice ensemble, nous avons voyagé ensemble et sommes allés à de nombreux concerts. Je vais même partager que nous avons vu les New Kids on the Block 3 fois. Nous sommes allés à l'église ensemble, ri et pleuré ensemble. Nous nous sommes mariés à 1 an d'intervalle. Nous avons eu des bébés à peu près au même moment, et les 8 dernières années de sa vie, elle était à 11 miles de chez moi. Je la connaissais comme une sœur. Je l'aimais comme une sœur. J'ai même aimé John comme un frère, et je suis toujours sous le choc de ce qu'il lui a fait. Je la voyais presque tous les jours. Elle était toujours là pour moi, et j'étais toujours là pour elle. Nous avons partagé la vie ensemble, ce qui a rendu cette route douloureuse pour moi. Tout me rappelle son absence. Moody était l'ami qui devait aller à la salle de sport avec Lise Bird ce matin tragique. Kimberly Moody. Je me souviens très bien du matin du 31 juillet. Lise allait me chercher ce matin-là vers 8 heures du matin, où nous devions aller à son cours de fitness. Quand elle ne s'est pas présentée, j'ai appelé ou envoyé un SMS. Ce matin-là, j'étais perturbé. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai passé la journée à l'appeler, à lui envoyer des SMS et même à appeler, mais sans parler à John pour savoir où elle était. Au fur et à mesure que la journée avançait, je devenais de plus en plus inquiète. J'ai demandé à mon fils d'envoyer un message à Jonathan. Je l'ai vu et je l'ai entendu sur l'écran. J'ai aussi entendu Brooke et Matt là-bas aussi. J'étais un peu soulagé. Je me suis efforcé d'entendre Lise en arrière-plan, écouter, et je ne l'ai jamais entendue. Jonathan a partagé qu'elle était partie toute la journée et que leur père était parti vers midi. Ils étaient seuls à la maison tout l'après-midi. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis allé immédiatement chez elle et leur ai dit à tous de faire leurs valises parce que nous allions passer la nuit chez moi. Matt et Brooke étaient excités. Jonathan était inquiet et savait que quelque chose n'allait pas. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai retiré les enfants de leur maison en toute sécurité et les ai ramenés à la maison avec moi. Ce matin-là, John avait étranglé Lise et l'avait laissée morte dans la chambre. Il est sorti, a verrouillé la porte et l'a laissée là. Il a ensuite laissé les enfants seuls à la maison avec elle morte dans la pièce d'axe en grave côté. Quel cauchemar! Ces 12 enfants n'avaient aucune idée du cauchemar que leur vie était devenue ce matin-là et le monstre dans ce cauchemar était leur père. Dans mon cœur, je savais que John était responsable de son absence. Je n'aurais jamais pensé qu'il la tuerait. C'est tellement profondément triste et méprisable qu'il est assassiné. Et maintenant, nous sommes tous réunis en attendant votre décision ici. Puis Wendy Mason a pris la parole, une belle cousine de Lise. Wendy Mason. Une autre chose qui me laisse perplexe, c'est pourquoi a-t-il quitté la maison aussi? Pourquoi a-t-il plaidé non coupable lorsqu'il a été traduit en justice pour la première fois, même s'il a admis au juge de police qu'il avait tué sa femme et qu'il avait fait en sachant que ses actes conduiraient probablement à la mort de Lizzie? John savait que ce qu'il faisait était mal, et pourtant, il a continué à étrangler Lizzie après que l'interrupteur se soit déclenché, sachant qu'il la tuerait. Et pourtant, il n'a toujours pas essayé de rectifier la situation en appelant la police, ce qui ne me convient pas. Était-ce vraiment un crime passionnel ou un plan soigneusement orchestré pour préparer son dossier à un accord de plaidoyer plus tard? Je me demande également si John a déjà exprimé des remords pour ses actes. A-t-il demandé et reçu de l'aide pour les problèmes dont il prétend avoir souffert? A-t-il déjà demandé des nouvelles de ses enfants? Ce qui est fait pour eux, là où ils sont? A-t-il reconnu la douleur extrême et la perte qu'il a causée à leurs enfants ainsi qu'à la famille et aux amis de Lise? Ou s'est-il davantage préoccupé de son bien-être, de la façon dont il sera traité et pris en charge, et de la façon dont le système judiciaire le traitera, ainsi que de son accord de plaidoyer? Ce sont les pensées et les questions avec lesquelles je me débat depuis que j'ai appris le meurtre de Lise. Elles viennent sans invitation tout au long de la journée, parfois la nuit, et me laissent toujours le sentiment que nous ne pouvons jamais vraiment connaître une autre personne et de quoi elle est capable. C'est une horrible façon de vivre. Lorsque le frère de Lise s'est adressé au tribunal, il a commencé par rendre hommage à sa sœur, mais il a ensuite adressé ces mots à son meurtrier. Frère de Lise. Vous voyez, votre honneur, John n'a tout simplement pas assassiné Lise. Il a détruit les fondements émotionnels de 3 jeunes vies. Il y a de nombreux faits dévastateurs dans cette affaire, mais il faut surtout en souligner un. John Byrne n'était pas seulement un mari.
Il était un détective professionnel qualifié en matière de violence domestique, un travail qui signifiait tout pour lui. Il était un spécialiste dans la prévention du crime qu'il a commis. Il comprenait mieux que presque quiconque les signes avant-coureurs d'abus, les risques d'escalade, les schémas de manipulation et les ressources communautaires disponibles pour obtenir de l'aide. Il avait les outils, la formation et le devoir juré de protéger les femmes comme Liz. Au lieu de cela, il a utilisé ses connaissances pour la contrôler, l'isoler et finalement la tuer. Ce n'est pas seulement un cas de violence domestique. Votre honneur, c'est un cas de trahison des forces de l'ordre, une catégorie si grave que les experts lui ont donné un poids particulier. Selon le docteur Jennifer Frey, fondatrice de la théorie du traumatisme de la trahison, lorsque l'agresseur est une personne chargée de protéger, les dommages psychologiques sont multipliés. Ces recherches montrent que la trahison par une personne en position de confiance, en particulier dans les forces de l'ordre, aggrave le traumatisme non seulement des victimes, non seulement de Matt, Brooke et Jonathan, mais aussi des familles de John et des communautés, car elle sape la foi ou la justice elle-même. La trahison de John ne s'est pas limitée à Liz. Elle s'est étendue à ses enfants, à ses collègues et à tous les survivants qu'il prétendait aider. Aucune circonstance atténuante ne peut compenser cela. John n'a pas agi dans un moment de passion ou de confusion. Revoyons-le. Il a refusé de prendre des médicaments. Il a refusé de voir un thérapeute. Il a refusé l'aide de sa femme qu'il aimait. Il a avoué avoir étranglé Liz délibérément. Il n'a pas tenté de lui administrer les premiers soins. Il a omis d'appeler à l'aide. Il a laissé ses enfants seuls dans une maison avec son corps enfermé dans une chambre. Il ne s'est pas rendu volontairement. Il a fui les lieux dans le véhicule de Liz, un véhicule qu'il détestait conduire. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est dans les forces de l'ordre et qu'il savait que sa Camaro rouge de luxe attirait l'attention. Peut-être s'agissait-il simplement d'une tentative d'échapper à la loi et à la responsabilité, ou peut-être y avait-il quelque chose de plus sinistre à l'origine de ce drame. La grand-mère de Liz a également pris la parole, évoquant l'impact sur les enfants. Grand-mère de Liz, l'enfant du milieu avait 8 ans le jour du meurtre de sa mère. En rentrant d'une séance de thérapie, elle a demandé quand la condamnation aurait lieu. Je lui ai dit qu'elle avait noté la date dans son calendrier. C'était la première question qu'elle posait concernant le meurtre de sa mère. Je lui ai alors demandé si je pouvais poser une question, et lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de répondre si elle ne le souhaitait pas. Elle a dit que je pouvais poser la question. Alors, je lui ai demandé, « Que penses-tu de ton père ?» Elle a répondu, « Je ne veux plus jamais le revoir et je pense qu'il mérite la prison à vie. » Je lui ai dit que la peine serait de 16 à 22 ans de prison, et non la prison à vie. Elle est restée très calme pour le reste du voyage de retour. Cette jeune femme a toujours été considérée comme une fille à papa, et cela me brise le cœur de savoir que son idole a fait autant de mal. En tant que grand-mère, j'ai vu qu'elle a peur du noir. Elle garde une lumière vive dans sa chambre toute la nuit. Elle a peur d'être seule la nuit et elle veut avoir quelqu'un pour s'allonger avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle évite les conversations sur le meurtre de sa mère. Elle s'isole dans une pièce pendant de longues périodes. Le plus jeune enfant avait 4 ans lorsque sa mère a été assassinée. Il pleurait presque tous les soirs pour sa mère et son père quand nous avons commencé à vivre ensemble. Il pleure quand il est fatigué ou que quelque chose déclenche son souvenir de sa mère. Mais comment donner un sens à cette tragédie violente en termes qu'un enfant de 4 ou 5 ans peut comprendre? Ce jeune homme n'a aucun filtre sur ce qu'il dit aux autres. Il va souvent dire aux enfants, dire aux gens, « Ma mère est morte et mon père est en prison. » Quand nous avons dit aux enfants que leur père était en prison, il a demandé si cela voulait dire que « Mon mauvais père est un mauvais gars ». J'ai répondu qu'il avait fait une mauvaise chose. Notre famille immédiate, notre famille élargie, tous les amis de Liz et nos amis sont aux prises avec un deuil traumatisant. Cela a un impact sur notre vie quotidienne et nos relations. Le verdict est la peine. La défense a présenté des circonstances atténuantes concernant les problèmes de santé mentale de Bird, son casier judiciaire vierge et même son ancien emploi dans les forces de l'ordre. Le juge a condamné John Bird à 19 ans de prison et a imposé une ordonnance d'interdiction de contact à vie entre Bird et ses 3 jeunes enfants, ainsi que la famille d'Elizabeth. Il purge actuellement sa peine dans une prison de l'Arizona.